Bon, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je voulais juste montrer une petite fonction que j'ai réussi à coder, qui peut être intéressante pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser un logiciel qui s'appelle RETC. Donc pour ceux qui ne connaissent pas RETC, c'est un logiciel qui permet, qui ressemble à ça grosso modo à l'interface, qui permet de calculer de, par optimisation de la méthode des moindres carrés, d'obtenir euh, des paramètres de diverses équations, euh, de diverses équations hydrauliques. Donc en l'occurrence, aujourd'hui je vais vous montrer un exemple sur Van Genuchten, mais ça s'applique avec n'importe quelle autre équation de ce type. Je vais tenter sur des données observées de lisser une courbe de rétention en eau basée sur Van Genuchten, à partir de l'équation de Van Genuchten, puis basée sur la méthode d'optimisation des moindres carrés. Donc moi j'utilise beaucoup le logiciel R, et en fait tout ce qui est dans ce logiciel, on peut le faire clairement avec R, il n'y a aucun problème avec ça, puis on obtient des résultats totalement similaires. Et les graphiques derrière, on peut les modifier à volonté, et on a surtout un retour un peu plus complet sur les informations qu'on peut obtenir à partir de ce qu'on a fait calculer à notre logiciel. Donc je vais vous montrer, donc pour aujourd'hui on a besoin de juste deux packages. Le package Tidyverse qui regroupe un ensemble incroyable de packages qui ont été développés par l'équipe de RStudio, et qui permet surtout de faire de la transformation de données, de la gestion de classeurs, etc. Puis le package Propagate qui permet de... En fait non, on n'a même pas besoin de ce package, je vais l'enlever. Je pense que tout ce que j'ai, je peux le faire sans ce package. Donc, première chose que je vais faire, c'est de, de coder l'équation de Van Genuchten. Donc, de la rendre en fait ce qu'on a l'habitude de lire sur des papiers en mathématiques sous la forme d'une équation en algèbre, de la rendre fonctionnelle dans un ordinateur. Donc je vais vous montrer en premier lieu à quoi ressemble l'équation de Van Genuchten. Je pense que je l'ai dans un livre ici. Alors on l'a ici. C'est cette belle bête ici. Donc dans l'équation de Van Genuchten, elle permet à partir d'une valeur de psi, donc qui correspond à la pression d'eau que vous allez avoir mesurée par exemple, d'obtenir la valeur de la teneur en eau pour cette valeur de psi. Donc pour une valeur de potentiel matriciel du sol, on peut obtenir une valeur de teneur en eau volumique. Pour une valeur de succion, on obtient une valeur de teneur en eau. Ça c'est variable, si vous avez eu l'occasion de lire des ouvrages à propos de ça, c'est variable dépendamment des sols. Il y a des sols qui vont être capables de retenir plus l'eau que d'autres. Donc pour ça je vous invite à lire des ouvrages comme un ouvrage de Hillel en particulier qui explique assez bien le concept. Donc dans cette équation, on a besoin de différents paramètres, comme vous le voyez, pour calculer. Donc ici on a notre psi, ça c'est une valeur qu'on aura observée. Et on a mv qui en fait correspond, je vais vous montrer, qui est simplifié, qui correspond à autre chose, qui correspond à 1 moins 1 sur n, si je dis pas de bêtises. Ça varie dépendamment de si on utilise l'équation modifiée par Burdeen ou par Muellen. On a donc le θs qui est la teneur en eau à saturation de notre matériau, et le θr qui est la teneur en eau résiduelle. Alpha et n, et donc m qui comprend n, ce sont des paramètres de l'équation qu'on va pouvoir
estimé à partir de notre méthode des moindres carrés, d'optimisation de la méthode des moindres carrés. On va également faire estimer le θ résiduel et le θ à saturation, parce que même si on les a éventuellement observés et mesurés en réel, on est en mesure aussi de voir si notre résultat qu'on obtient en observé, il fonctionne avec ce qu'on va avoir été capable d'estimer. Donc ici, je vous ai montré l'équation, donc je vous la remontre rapidement, mais je sais pas où est-ce qu'elle est ici. Donc θ est égal à θ résiduel plus θ à saturation moins θ résiduel, divisé par 1 plus alpha fois psi exposant n et exposant de tout cet ensemble à 1 plus 1 moins 1 sur n. Donc en gros, je voulais pas montrer là, mais en gros le m ça correspond à ça. Donc θ psi, θ en fonction de psi est égal à θr plus θs moins θr divisé par 1 plus alpha fois psi à l'exposant n à la puissance 1 moins 1 sur n, puisque ça c'est notre n. Voilà, puis après je lui dis tu me retournes à partir de la fonction, donc il y a 5 éléments qu'il va falloir que je fournisse au logiciel pour calculer cette valeur. C'est θr, θs, alpha, psi et n. Et je veux qu'à la fin il me retourne la valeur de θ psi, θ en fonction de psi. Donc voilà, je vais coder la fonction. Ici on a la fonction qui est codée, donc elle est fonctionnelle, et en fait on va la tester tout de suite avec quelques valeurs de psi au hasard qui n'ont rien à voir avec les valeurs qu'on a observées sur le terrain. Donc pour ça je lui ai mis une valeur résiduelle de 0.05 de θ résiduel et un θs de 0.31 avec quelques valeurs de psi, une valeur au hasard pour alpha et une valeur au hasard pour n. Donc ça nous donne, pour les 6 valeurs que j'avais mis de psi, ça nous donne 6 valeurs de θ qu'on obtient avec cette fonction. Donc, par exemple, si je vous le montre dans le cadre d'une projection, on va dire un graphique, voilà, donc ça je vais l'appeler D exemple. Voilà, et bien hop, on va faire. Voilà, c'est pas ça que je voulais faire. Exemple est un jeu de données, donc un data frame. D exemple $si, ça va être les valeurs que j'avais rentrées ici. Donc hop, remplacement assigné, on va remplacer 0. Ah oui, ok, faudrait que je fasse autrement. Donc je vais faire tout simplement ça, peut-être ça va marcher, mais pas. Voilà, donc là on a un jeu de données avec 6 valeurs pour psi qui vont de 0 à 1000, puis ça suit une règle logarithmique de 10, de pas 10, et donc quand je lui fais faire ceci, donc là je vais lui dire d'exemple $θ. En gros, je lui dis, s'il te plaît, fais-moi, s'il te plaît, je sais pas si je lui dis s'il te plaît, mais je lui dis, utilise la fonction que je viens de coder pour l'équation de Langevin-Einstein, puis avec les éléments que je lui donne, et les valeurs de psi que je lui donne de mon jeu de données, je veux que tu me génères des valeurs de θ qui auront
les valeurs qui correspondront aux valeurs de psi. Voilà, donc là on l'a obtenu, on a deux variables, ici maintenant on a les valeurs de θ et ici on a les valeurs de psi. Les valeurs de θ ajustées aux valeurs de psi, basées sur les éléments que moi je les renseignés. Puis si je veux le projeter sur un graphique, ça va donner quelque chose comme ça. Hop, on va le faire ici. Voilà. Donc là ça nous fait un graphique. C'est pas le plus beau des graphiques là, mais on voit les points. Je pourrais ajouter des lignes aussi. Donc en gros on a, c'est pas lissé vous voyez, mais on a des éléments qui apparaissent l'un en fonction de l'autre, puis qui donnent à peu près une teneur d'une courbe qui ressemblerait à une courbe de rétention en eau basée sur l'équation de Van Dinichten. Seul truc, c'est que là, en faisant ça, on avait déjà les éléments. Enfin, moi, j'ai renseigné des éléments que je connaissais, de θ, mais quand on les a pas, ces informations, θr, θs, bon, θr, θs, ça peut s'obtenir assez rapidement, mais on n'a pas alpha et on n'a pas n, puisque c'est ça qu'on va vouloir estimer, ben, comment on fait? Parce que là, j'ai juste, finalement, projeté une équation non linéaire, et je l'ai mis sous forme de graphique. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'à partir de données observées, on soit capable de le convertir en données en courbe lissée, en données lissées. Donc pas en données, pardon, en estimé, en prédit, voilà. Donc pour prédire, on va faire la chose suivante. Donc en premier lieu, je vais renseigner mes valeurs observées. Donc j'ai fait des essais en colonne durant certaines étapes dans mon doctorat, et j'ai quelques valeurs ici de matériaux quelconques qui permettent d'avoir des valeurs de θ, donc des valeurs de teneur en eau volumique, et des valeurs de psi. Bon, je vous le dis, c'est un matériau qui est très grossier, donc forcément les valeurs à saturation, elles sont relativement basses quand même, malgré tout. Donc on a ici des valeurs de θ observées, donc vous voyez, hop. Et puis ici on a des valeurs de psi observées. Donc ça je l'ai obtenu avec des essais en colonne, vous irez voir à quoi ça ressemble si ça vous intéresse. Et puis j'ai généré donc un data frame, un jeu de données à partir de ces valeurs. Hop. Ici voilà, ce sont mes valeurs observées. J'ai mes valeurs observées dans ma colonne, ici et ici. Alors là, la première, c'est plus pour lui donner une valeur résiduelle quelconque, mais honnêtement, c'est pas obligatoire. Je pourrais enlever cette valeur, la première. C'est plus pour donner une teneur à lui donner un point d'angle en fait à ma courbe. J'aurais pu mettre 1500 d'ailleurs ici, ça aurait été peut-être mieux, 900, je sais pas. Hop, on va faire ça. Et donc, si je fais ce graphique donc de ces valeurs là, on obtient ceci. Ça ressemble à ça en gros. On peut rajouter une ligne, mais grosso modo voilà mes points observés quand je les projette psi en fonction de θ, ça donne ça. Là où je vais, donc ici maintenant j'ai mes points, mais je veux lisser une courbe dessus, avoir une belle courbe de Van Dinichten, une belle équation de Van Dinichten qui vient se lisser sur mes points observés. Donc je vais lui faire calculer les valeurs estimées à partir de mes valeurs observées des paramètres de l'équation de Van Dinichten. Donc estimation des paramètres. Et là, la différence par exemple de RETC, c'est qu'on n'a pas besoin de renseigner le nombre d'itérations. Lui, il va en faire tant qu'il peut en faire. Alors on peut lui mettre une limite, on peut lui dire je veux pas que ça me fasse plus que 2000 ou quoi, mais il va en faire un nombre jusqu'à ce qu'il converge en fait.
Donc tant que le modèle ne converge pas, il continue à faire des itérations. Donc pour ça, je lui ai renseigné quelques valeurs. Vous voyez, je lui ai donné un alpha 5, un 1.5. Pour être d'autres valeurs, hein, je sais pas si ça va marcher, mais il faut que ça se rapproche quand même de quelque chose d'assez réaliste. Ça, c'est des valeurs de départ. Donc ce que je pense qui pourrait être des valeurs cohérentes pour ces valeurs-là. Avec un peu de réflexion, on finit par trouver quand même des valeurs souvent assez cohérentes. Mettons que je mettrais 1, peut-être, je sais pas, 2, je sais même pas si ça marcherait avec 2. Mais puis dans mon code, je lui ai dit donc tu me fais un estimé basé sur les NLS. Donc NLS c'est pour non-least square. Non-least square c'est la méthode des moindres carrés. Pardon, c'est non linéaire least square, donc c'est basé sur la méthode des moindres carrés. Ça peut-être je peux peut-être vous afficher la page help pour qu'on comprenne non-linear least square. Voilà. Donc determine the non-linear weighted least squares estimates of the parameter of non-linear model. Donc là-dedans, je rentre mon modèle, l'équation de Van Deniken, donc θ ops est fonction, en fait θ est fonction de θr, θ résiduel, en fait c'est l'équation de Van Deniken que je rentre ici. Les données sur lesquelles je veux qu'il se base, c'est les données de df, de θ ops et de psi ops. Et je vais lui donner des valeurs start, des valeurs de départ pour qu'il puisse estimer à partir de quelque chose. Sinon, il va jamais y arriver. Il va runner, puis il n'y arrivera jamais. Peut-être même qu'il va pas du tout marcher, quoi. Donc, si je le fais, ça me donne quoi? Ça m'a généré mon modèle. Donc, vous voyez, le modèle, il contient plusieurs éléments du modèle. Le résultat contient plusieurs éléments du modèle, puis pour les consulter, une des bonnes manières, bonnes pratiques à faire avec R, c'est de lui demander un rapport, en fait un summary de ce que je viens de faire. Et donc là, il me met un premier résultat dans la console. Donc il me rappelle en première ligne la formule, en fait, donc l'équation de Van Deniken. Et il m'explique que pour θ résiduel, il a estimé que ça avait cette valeur. Ici, il vous met l'erreur standard, il vous met la valeur t, il vous met si c'est significatif ou pas, est-ce qu'il y a une p-value significative, est-ce que un des paramètres est significativement impliqué pour, dans le résultat du calcul. Et il me donne une valeur de θ à saturation, il me donne la valeur du alpha et la valeur du n. Moi, je trouve que c'est cohérent parce que là, déjà, mon θ à saturation, il me trouve presque à 30% de teneur en eau volumique. Et vous voyez, quand j'avais la valeur maximale de ma colonne, j'étais un peu plus que 30%. Bon, lui, il a estimé que c'était un peu moins que ce que j'ai comme valeur observée. Lui, il me dit que théoriquement, ça devrait être ça. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que c'est un peu plus. Mais bon, après, ça peut varier. Tu sais, il y a peut-être des erreurs de calcul, des erreurs de méthode aussi. Mais dans tous les cas, on y est très proche. La valeur de teneur en eau résiduelle, ça, c'est plutôt cohérent parce qu'on est sur quelque chose de très faible, en bas de 1%. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, si vous voulez, sur la courbe de Van Deniken, on peut pas diminuer plus bas que ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours une eau hygroscopique qui va rester dans le matériau. Peu importe la pression de succion qui est exercée sur le matériau, enfin par le matériau sur l'eau. Puis ça, le alpha et le n, ce sont des deux paramètres qui donnent la dynamique de la courbe. Donc si on reprend notre premier exemple, si je vais dans les graphiques, vous voyez, donc le alpha c'est la valeur d'entrée d'air, donc c'est la valeur à partir d'un certain moment, quand l'air rentre, c'est le premier coup en fait de cette courbe, et le n c'est plutôt le bas et la pente de la courbe, la façon dont il va s'organiser. S'il y a un n dépendamment de la valeur du n, il va se déplacer et il va donner une teneur différente à la courbe. Donc le A il va plutôt agir sur cette partie là de la courbe et le n il va plutôt agir sur la fin du coude, et la valeur résiduelle ça va être le dernier point en fait qu'on va avoir. Donc là on repart sur nos données observées, ça c'était nos données observées à nous. Et maintenant j'ai obtenu les paramètres de mon équation. Donc, je vais juste refaire la même chose. Je vais faire une chose, c'est que je vais lui dire, je veux que tu m'extrais les paramètres de
des paramètres que tu viens de, en gros, que le logiciel vient de me lisser. Et donc ça me donne, donc par exemple, donc si on regarde paramètres, si je clique sur paramètres, il me donne le θ résiduel, le θ saturation, le alpha et le n qui viennent de m'estimer. Et pour chacune des, vous voyez que si je mets 1, je vais avoir le θ résiduel, la première ligne. Si je lui mets 2, il va me donner uniquement le θ saturé. Si je lui mets 3, ben, ça va être uniquement le alpha, etc. Donc là, ce que je lui fais faire, c'est que je lui dis, tu vas me générer 10 000 valeurs, comprises entre 0.001 et 1500, qui sont mes valeurs de psi. En fait, des valeurs juste pour avoir un grand nombre de valeurs pour pouvoir faire une belle courbe bien lissée. Et donc, entre ces deux valeurs, entre 0,001 et 1500, je veux que tu m'en tires 10 000 au hasard. Donc, normalement, c'est équiréparti un peu partout. Et si on regarde, donc il m'a tiré 10 000 valeurs pour psi. Bon, là, il l'a appelé x, mais vous voyez, je vais changer ça tout de suite. Je lui change le nom de la colonne, uniquement pour qu'il me dise psi observé. C'est pas psi observé en réalité, mais c'est plus simple pour le logiciel de comprendre en réutilisant les mêmes noms de paramètres. Et donc, en gros, il m'a tiré plein de valeurs jusqu'à 1500, donc jusqu'à 1500 kPa de valeurs de psi. Et ensuite de ça, moi je lui fais faire exactement l'équation que je lui ai fait faire tout à l'heure avec les valeurs que là pour le coup j'ai sorties, et par contre je vais lui dire les valeurs de θs, les valeurs de alpha, les valeurs de n, je veux que ça soit les différents, et θr, je veux que ça soit les différents paramètres qu'on a estimés précédemment avec cette méthode. Aussi, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais je peux quand même vous en parler. Il vous donne ici, parce que je vous ai parlé de ces éléments, mais il vous donne ici également le nombre d'itérations qu'il a fait jusqu'à la convergence. Donc là, par exemple, il avait fait 28 itérations pour se rendre à la convergence. Et on peut lui changer également ça. Ça, c'est ce qu'on considère comme le critère de tolérance à la convergence. Ici, on a l'erreur standard résiduelle. Donc, là, je vais lui faire faire la même chose, et je lui dis pour psi, pour les valeurs de psi, ben, tu vas me prendre les valeurs que je viens de générer, les 10 000 valeurs de psi que je viens de générer, et tu vas me prendre donc ces paramètres de θr, de θs, etc. que je viens d'estimer, et tu vas me calculer donc la valeur de θ pour chacune des valeurs de psi. Voilà, c'est fait. Donc ça prend une seconde. Et là, vous vous retrouvez. Bon, là, je prends le temps de l'expliquer, mais en réalité, c'est-à-dire que si vous renez tout votre code, vous rentrez votre jeu de données, vous renez tout votre code, il vous le fait en 2 secondes. Hein. Enfin, on peut le refaire là, si vous voulez, tout à l'heure pour avoir une idée, mais ça prend littéralement 2 secondes, quoi. Et donc, si on regarde, ici, on a toutes nos valeurs de θ pour toutes les valeurs de psi estimées. Et donc ça, ben, je vais le projeter, je vais faire un joli graphique avec. Et voilà, on a nos valeurs observées, et on a les valeurs calculées, estimées, basées sur la relation, l'équation de Newton. Après, on peut faire des plus jolis graphiques, hein, on peut jouer sur la qualité du graphique, etc. Ça, je vous laisserai aller voir ce qu'on peut faire avec R. Mais c'était pour vous montrer une méthode d'estimation des paramètres de l'équation de Newton avec des valeurs observées. Voilà, ben c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé.